Veille à tous, merci de nous rejoindre en ce lundi 25 avril 2022. Donc, une journée qui se situe en plein cœur du patrimoine que nous célébrons comme d'accoutumé chaque année avec les institutions justement en charge de la culture et des différents temples culturels. Alors aujourd'hui, nous avons plutôt choisi de parler d'un métier qui est très important à Mayon, qui est vital dans la chaîne touristique. Il s'agit du métier de guide touristique. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir un des premiers diplômés en la matière. Il s'agit de Mohamed Sabour, que vous avez certainement rencontré lors de votre visite si vous passez par la Casbah. C'est un habitué de cette petite ville, Médina. Alors, en cette journée, nous retrouverons bien sûr nos amis et habitués, justement, en l'occurrence, les rubricards, Siam Kenouch, qui viendra nous parler de cette tradition du 27e jour et de les traditions, et tout le panel, justement, de rituels vite autour de cette célébration en particulier. Et pour ne pas aller trop loin, donc Monia Witt viendra nous parler aussi de ces cérémonies, de circoncision et de la manière de préparer les enfants à ce moment spécial pour tout garçon. Alors, je continue justement de vous donner le sommaire de cette émission. Nous marquerons aussi plaisir, donc journée mondiale consacrée au jazz à travers la présence du violoniste et jazzman à l'occasion d'un concert spécial, donc groupe et son groupe plutôt. Il est en duo avec Manuel Meira, donc il nous parlera de cette expérience, El Behja, donc un projet musical donc entièrement jazzy, donc tout à l'heure. Et puis bien sûr, le point météo aujourd'hui sera livré et justement présenté par Feriel Chi, qui attend avec impatience de vous donner les détails des nouvelles du ciel. Et c'est parti, merci. La vous est présentée par Mobilis. Mobilis. معا نصنع المستقبل. Bonjour Feriel. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va très bien. Aux couleurs du printemps déjà. Ah oui. Très très sympa. Voilà. Et j'imagine que le temps va suivre. On va Exactement, découvrir voilà. des très ensoleillés. Exactement, voilà. Donc bonjour à vous et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent. Excellent réveil à vous tous, ravis de vous retrouver. En effet, la journée s'annonce placée sous le signe le temps sera dégagé pratiquement sur tout le pays. On notera tout de même quelques foyers orageux en fin de journée vers les hauteurs. À noter aussi des sources de sable vers le Sahara central, le Nord Sahara. Les températures, les voici donc encore une fois agréables au nord comme au sud. Il fera 21 degrés à Alger, 22 à Oran, 20 à Nabas Kikda, 22 aussi à Tlemcen, 23 à El Beyod Relizane, 24 à Djelfa. Sur la partie sud, on relèvera cet après-midi 31 degrés à Hassim Saoud ou Les Djellel, 39 à Elizi, 38, plutôt 30 à Tindouf, entre 36 et 37 degrés au Sahara central, 30 vers le Hogar, le Tassili et le maximum 41 pour l'extrême sud. Place à présent à l'état de la mer. Cet après-midi, nous aurons une mer peu agitée sur l'ensemble des côtes algériennes avec des vents qui varient généralement entre 20 et 40 km/h à l'ouest comme vers le centre et enfin entre 20 et 30 km/h à l'est. Le soleil se couchera aujourd'hui à 19h30. Vous avez toujours le site de Météo Algérie qui est mis à votre entière disposition. Je vous remercie pour votre attention. À l'heure. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس. معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup Je vous en Feriel. prie. Je vous souhaite une excellente journée. À vous Une aussi, journée Nadia. bien ensoleillée comme vous venez de le signaler. Merci encore à ceux qui viennent de nous rejoindre. Et bien sûr, comme d'accoutumé, nous démarrons cette émission par une chanson et nous nous retrouverons juste après. C'est parti.
Voilà, c'était là Cheikh El Hasnaoui qui nous interprétait Sani Sani et une chanson qui fait plaisir à Siam Kennouchi ici présent. Bonjour. Bonjour chers amis, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous suivent et nous Vous la regardent. connaissez par cœur. Apparemment oui. Vous fredonniez mes paroles, contrairement à moi. Mais c'est une voix qui m'emporte. Rares sont les voix qui me touchent profondément, mais celle de Cheikh El Hasnaoui, franchement, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime Voilà, beaucoup. c'était un choix de Yazid Ait Mahidine. Eh ben, merci Yazid, merci que les Hadja de bon matin. Très bien. Voilà, on est à la fin. On a déjà entamé il y a quelques jours les 10 derniers jours du Ramadan. Ça passe tellement vite, incroyable. Eh ben oui, c'est ça. J'ai C'est comme ça. Oui, C'est bientôt. C'était hier qu'on parlait justement Bah de oui. l'arrivée. Et c'est normal que durant ces 10 derniers jours, nous parlons bien sûr de la nuit, on va dire la plus sacrée de l'année de l'Égypte et du monde musulman, c'est la nuit du destin ou Laylatul Qadr. Bon, on ne sait pas si c'est la nuit du 27e, la nuit du 21e, il faut la chercher dans les chiffres impairs, dans les nuits des chiffres impairs. Ceci est vrai. Elle correspond bien sûr à la nuit de la révélation, là où le prophète Mohammed était dans le Ghar, le fameux Ghar Hira, et c'est là que Jibril lui a apporté le message. Et un seul mot nous interpelle durant cette nuit-là, le premier mot de tout ce qui a suivi, tout ce qui a pu avoir lieu, tout ce qui a pu exister après, un seul mot apprend. Iqra. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est une autre, c'est une autre sphère, c'est une autre ère qui commence. Maintenant, c'est le monde de la science. Iqra, être traduit par lis, apprends, intéresse-toi, il faut savoir. Donc chercher ce savoir. Et bien sûr, cette nuit, bon, nous avons cette tradition, comme partout dans le monde musulman, de la fêter le 27e, la nuit du 27e jour de Ramadan. On dit que c'est une nuit sacrée où les vœux sont exaucés. Donc, dans chaque famille, il y a ces vœux-là qu'on essaye de préparer. Oui, enfant, on me disait, le ciel va s'ouvrir et tu vas voir voilà, une multitude d'étoiles et tu pourras faire. Alors, j'ai longtemps attendu que le ciel s'ouvre. On a tout souvent regardé le ciel. Et c'est normal, en étant enfant, on n'avait pas... Parce que l'enfant n'a pas cette idée du sens figuré, de l'allégorie. L'enfant attend toujours que ça soit du vrai. Donc, on attendait tout. Que le ciel s'ouvre et qu'on voit et qu'on puisse voir certaines choses, certaines lumières, etc. Mais bon, c'est vrai que c'est allégorique. L'ithalsma, c'est-à-dire les vœux montent directement et parviennent créateur. Tout à fait. Voilà. Dans certaines traditions, dans certaines écoles soufis, chez les sunnites par exemple, on dit que c'est extraordinaire parce qu'on dit que la nuit de la mi-Shaban, vous faites un vœu et il ne sera exaucé que la nuit du Qadr. Voilà. Et ça, c'est une idée assez particulière. Chez nous, dans les familles, dans notre société, c'est très particulier. On va commencer avec les enfants. On parle toujours des enfants. Eux, les vœux, que elle va s'ouvrir, que les vœux... Alors, généralement, quand on fait jeûner l'enfant, la première fois, donc c'est à l'âge de 6-7 ans, c'est Laylatul Qadr. Donc, les ok. Alors, la fille, elle devait préparer son premier four avec la petite marmite, le petit couscoussier. Et c'était très, très intéressant. C'était en terre cuite et je vous assure que la mienne, la shorba, était la meilleure. Elle a réussi, elle a plus réussi toute ma vie. Ah, elle était comme ça. Elle était noire avec des petites fleurs rougeâtres et j'avais un couscoussier tout petit comme ça avec des tomates. Et c'était une très très belle shorba. Donc c'est la nuit du destin. La petite fille jeûnait, le petit garçon jeûnait aussi. Alors le soir, c'était nous de notre côté, on se contentait de faire semblant. On n'a jamais fait une vraie shorba. Moi, la mienne, elle était bonne. On va parler pour vous. Moi, la mienne, elle était super succulente. Je me rappelle, j'avais que 6 ans, mais je vous assure que on faisait semblant, on jouait. Alors la nuit, c'était la fête des enfants, c'était l'urs, carrément. Alors la
fille était habillée, le garçon aussi était habillé. Il y avait le aîné qui était là. Dans certaines traditions blidéennes, en Kabylie aussi, on les faisait monter dans le sommet de la maison. Donc c'était ou bien sur le toit, ou bien, je me rappelle, dans la région de Blidé, de Médéa, on les faisait monter sur une échelle. Et là, on leur donnait à casser le jeûne, si vous voulez. Alors, ils font sur cette échelle, tout au haut de l'échelle, avec un verre de sherbet. Et à l'intérieur du verre de sherbet, il y a un louis d'or. Ouais, une petite bague. Une surprise, en tout voilà, cas. un cadeau. Voilà, une surba surprise. Voilà, voilà. Donc, quelque chose qui devait être, devait de faire plaisir donc à la fille ou au garçon. C'était généralement quelque chose en or, tout au haut de leur échelle. Donc, ils sont déjà mis sur un piédestal. Voilà. Vous voyez, le symbolique de la chose, oui. C'est une élévation. Ce qui est sûr, c'est que chez nous, on essaie toujours de dire Laylat al-Qadr quand il s'agit du 27e jour, le jour où on termine la lecture du Coran, on achève la lecture du Coran dans les différentes mosquées. Oui. C'est ce jour-là qui est choisi pour la célébration de Laylat al-Qadr. Et bien sûr, il y a un doua assez particulier, un doua extraordinaire que tout le monde doit connaître et que tout le monde doit réciter. Et aussi d'autres traditions, des traditions qu'on retrouve de l'Algérie, chez les Ousfans, parce que eux aussi, ils détiennent tout un patrimoine, tout un savoir-faire. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils fêtent déjà le 27 jours de Ramadan, comment Chaban, ce qu'on appelle Chabania. Oui, ce qu'on appelle Chabania. Alors eux, le jour de sa Chabania, on enferme un coq noir dans une cage. Alors, on enferme un coq noir dans une cage. Il ne sera libéré que le 27e jour du mois de Ramadan. C'est symbolique, c'est allégorique. Il y a qui donc ils sont emprisonnés. Voilà. Et le pauvre coq, bon, symbolisé, malheureusement pour lui, le côté démoniaque. Donc le côté démoniaque de l'homme était emprisonné, fait dans une cage, et il était libéré le 27e jour. On a fini d'être pieux, enfin je sais pas. On a fini d'être tout un mois de jeûne. Exactement. Donc ça symbolise cette piété, cette foi qui est en nous et cette surélévation de l'être humain qui la quête du meilleur qui est en nous et qui va se détacher de tout ce qui est hawa, ce qui est terre, envie, tout ça. C'est tout. Et il va essayer de lui-même. Alors, au sud algérien aussi, il y a des rituels extraordinaires. Il y a ceux qui finissent, n'ont pas récité le Coran ou psalmodier le Coran, apprendre le Coran le 27e jour. Oui. Et ça, c'est une autre fête. Et il est passé tout le parce que il faut montrer que cet individu a fini le Coran. Et cette louha, donc une simple louha en bois, voilà, c'est tout simple. Et des versets coraniques qui va, lui, le nuit du 27e jour, l'apporter à sa maman et lui dire une phrase extraordinaire, une phrase qui m'a touchée. Et c'est extraordinaire. J'ai trouvé ça magnifique. Oui, alors, j'ai eu l'occasion de filmer cette et j'ai trouvé c'était tout qu'il y avait les larmes, c'était très émouvant, franchement très très beau. Et c'était le 27e jour du mois de Ramadan. Donc voilà, c'est très ancré dans notre société. Il y a des traditions qui restent toujours. Le henné, par exemple, n'est-ce pas? Alors le henné qui est vraiment très présent, la sherbet, les louis d'or, les petites bagues pour les enfants, les petites sahariettes, etc. La prière, côté spirituel. Il y a ces, comment dirais-je, ces qsaïd qui parlent justement du côté soufisme qui ressort énormément pendant cette dernière, on va dire, ligne droite du mois de Ramadan. Et puis aussi, il y a l'incontournable circoncision des enfants. À un moment mais qu'on maquille, un moment maquillé pour faire oublier la fameuse bien sûr, il y a, à l'époque, il y avait autre chose, parce que c'était le haddam, donc c'était le qui s'occupait de la circoncision des enfants.
le barbier, c'était tout un rituel. Il y avait le drap qu'on dressait, il y avait de l'argent qu'on donnait aux enfants. Alors, le petit enfant en train de subir un acte chirurgical, tandis que les mamans, les tantes, les cousines, ils jetaient de l'argent, ils étaient contents d'avoir ses billets pour la première fois de la vie, etc. Et voilà, et une tradition qui devient très chirurgicale, très hospitalière, j'ai envie de dire. Mais à Et tant l'époque, mieux, c'était autre chose. C'est normal, je suis d'accord avec vous. C'est normal. Mais avant, c'était plus convivial. Ah oui, ça se faisait à la maison. Famille. Voilà, oui, c'était à la maison. Et c'était complètement autre chose. Oui. Il y avait un autre rituel, un autre savoir-faire. Je pense que ce sont des traditions qu'il faut toujours répéter, qu'il faut conserver. Et puis les mamans préparent la tenue de circoncis pendant des mois bah, vous et des savez, mois parce que et c'est brodé, mais c'est brodé, dans les vous savez, matériaux très nobles. Et c'était en fait, oui, c'est du velours généralement rouge, et puis ça se transmet de père en fils. Alors la tenue que leur père a portée, Il l'a gardée. quelques années, ben, il l'a transmis à ses enfants avec ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec l'ancienne broderie, la flamme avec vous voyez, alors le poisson qui est un grand symbole de fertilité, un grand symbole de richesse et de bonheur. Et aussi, de prospérité. et aussi, il protège du mauvais œil. D'accord. Voilà. Donc le 27e jour, c'est demain. Normalement, c'est demain. Oui. Normalement, c'est demain. C'est passé, hein, c'est pas. Non, Alors que normalement, oui. c'est demain. Oui, la nuit du décembre, mais le 27e jour, la tout veillée, à fait. Donc la c'est veillée, demain. c'est demain. Rabbi qadar ala khair. Amin. Voilà, et je vous souhaite du bonheur à tous. Et j'espère que Dieu sera pour je vous dis ça. Ouais, puisse-t-il exaucer vos vœux également, Siham Kennouch? Oui, nous pardonner Merci. surtout. Pardonner, exaucer les plus chers, donc à nos cœurs et donc à tous ceux qui nous suivent ce matin. Donc, nos meilleurs vœux à cette occasion en particulier. On reviendra, Inch'Allah, avec d'autres invités et on continuera peut-être d'en parler dans la rubrique qui va suivre, celle de Monia Witis, qui va nous parler justement du rituel et de la préparation des enfants à ce moment très important de leur vie. Alors, juste avant, on va mettre le cap sur Argenteuil, où a eu lieu un iftar collectif suivi par un reporter de place, Afaf Belhouchet. Bienvenue à la mosquée Hsen à Argenteuil, 2 boulevard de la Résistance. Aujourd'hui, suivez-nous sur la distribution des repas à emporter de l'iftar. Yassine est l'un des plus assidus bénévoles de la célèbre mosquée d'Argenteuil et ils sont 250 à veiller depuis le début du mois de Ramadan à la préparation et distribution des colis iftar complets distribués en moyenne à près de 1000 personnes par jour. Une prouesse réalisée grâce à une gestion scientifique des stocks et totalement financée par les dons des fidèles. Une véritable ruche. L'ambassadeur d'Algérie en France, accompagné de l'ensemble des consuls de la région d'Île-de-France, ont découvert hier à l'occasion d'un iftar organisé en leur honneur. Ce chef-d'œuvre architectural et chef-d'œuvre également en matière de mobilisation de la communauté nationale à l'étranger. Je pense que le travail fait par l'association de la mosquée d'Argenteuil doit servir d'exemple à toutes les autres mosquées en France en matière de mobilisation, en matière de scolarisation, puisqu'elle reçoit près de 1500 élèves, ce qui est quand même important. Des élèves qui bénéficient d'un programme pédagogique s'appuyant sur les méthodes d'apprentissage les plus avancées, telles que la Nouraniya, qui permet d'acquérir une information juste de l'alphabet avec des résultats très probants. Les résultats, on l'a constaté, que ce soit au niveau de la langue arabe ou la récitation du Coran. Maintenant, notre objectif dans le futur, c'est de passer au numérique dans tous les niveaux. Donc, on a commencé par, les maternelles avec la méthode Montessori qui s'applique ici en France. Donc, on l'utilise en langue arabe et on veut généraliser ça sur le niveau préparatoire, niveau 1. Et avec les niveaux supérieurs, on utilise le numérique. Mais la mosquée Ihsan est d'abord un haut lieu de spiritualité. Dotée de 3 plateaux et 4 salles de prière connectées, elle peut accueillir plus de 10 000 fidèles. Ils sont très nombreux à s'y rendre pendant les soirées de ce mois sacré pour psalmodier, prier, guidés par un imam algérien soucieux de transmettre son savoir cultuel, particulièrement aux plus jeunes.
فصلى بنا يعني طفل في عمره 13 سنة الحمد لله يعني قريب يختم القرآن. فاحنا نشجع هؤلاء الأطفال، نشجعوهم أولا يعني نحرصوا على الحلقات، على عملية التحفيظ، ثم نركز أيضا على عملية التشجيع والتحفيز عبر المسابقة. Un travail rigoureux chapeauté par Shir Ashbouch, recteur de la mosquée, qui fait régner ici un esprit de communion, une ambiance bien proche de celle que connaissent nos mosquées en Algérie, celle qui allie entre recueillement et joie et fête Bissidna Ramadan. Et c'est un makboul à tous ceux qui nous suivent ce matin à partir de l'autre rive, donc tous nos compatriotes à l'étranger. Donc on vous salue bien bas et on vous souhaite le meilleur en cette dernière ligne droite du mois sacré de Ramadan. Et Mounia Witis justement doit nous parler d'une journée très importante, ou plutôt 2 journées très importantes, n'est-ce pas? Exactement, comme vous le disiez, dernière ligne droite, dernière semaine. Il y a 2 choses qui sont importantes dans cette dernière ligne droite. Enfin, 2 choses. Disons un événement culturel, la journée du 27e jour, qui marque la fin justement de la station de... bien sûr, qui marque autre chose, ils nous ont parlé. Exactement. La circoncision est vraiment massive en ce jour en particulier. Pourquoi ce jour en particulier, justement, Mounia? Est-ce que vous le savez, vous? Sérieusement, sincèrement, non, je ne sais pas non pourquoi. C'était pas une conne. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut savoir qu'on peut faire la circoncision pendant tout le mois, toute l'année aussi. Et il faut toujours consulter le médecin. C'est au médecin, au pédiatre de nous conseiller à quel moment la faire, à quel âge la faire aussi, selon l'état de l'enfant aussi. Il faut savoir que la circoncision doit se faire dans un bloc opératoire. C'est plus comme avant. Oui, expliqué Siham tout à l'heure. Exactement. Ça avait son charme, mais c'était dangereux par moment. Exactement. Ça doit se faire dans un bloc opératoire sous anesthésie locale afin de prévenir tout risque d'infection ou de limiter la douleur et le traumatisme causé à l'enfant. L'intervention se pratique une vingtaine de minutes à peu près. C'est relativement rapide. Ça se déroule en ambulatoire, donc l'enfant rentre le matin et sort l'après-midi. Le temps de cicatrisation, ça peut prendre 2 semaines jusqu'à un petit peu plus, 3-4 semaines, ça dépend aussi de chaque enfant. Et il faut bien sûr consulter si on remarque quelques petites choses, par exemple des rougeurs ou un enflement ou un écoulement. À ce moment-là, ou bien sûr de la fièvre aussi peut-être, ou une fièvre. C'est un petit peu normal, à ce moment-là il faut donner du paracétamol bien sûr, mais si l'enfant fait de la fièvre, si là où il y a eu l'intervention il y a des boursouflures, il y a une inflammation ici, si c'est rouge, à ce moment-là c'est clair qu'il faut aller consulter son pédiatre. Oui, sans plus tarder, j'imagine, il faut faire vite. Il faut faire vite, En tout cas, justement, vous avez cité les pédiatres. Moi, j'ai envie de saluer tous ces qui pratiquent ce geste de façon bénévole et qui vraiment viennent en appoint, voilà, qui donnent de leur temps à cette journée en particulier, qui exécutent vraiment des dizaines, pour certains des centaines d'interventions. Il y a beaucoup d'associations aussi qui font tout pour que les enfants démunis, on va dire, qui n'ont pas les moyens de faire la fête, de faire tout ce qu'on doit faire ce jour-là, une tenue, tout ça, essaye de tout faire aussi pour que même ces enfants-là maintenir la tradition. Maintenir la tradition. En fait, on arrive finalement à répondre à notre première question. Oui. Hein. C'est pourquoi le 27e jour, parce que c'est vrai que l'esprit solidaire est très intense pendant cette journée. Exactement. Il y a toutes ces belles actions qui permettent de partager un moment, de préserver une tradition. Oui, c'est le mois sacré de Ramadan, c'est le mois du partage, c'est le mois de la piété, c'est le mois de la solidarité aussi. Claire, oui, c'est pour ça aussi. Donc, la circoncision, comment préparer l'enfant à la circoncision? Là, c'est une autre question. Oui. D'abord, se préparer soi-même, les parents d'abord. Avant de préparer l'enfant, il faut d'abord se préparer soi-même, accepter l'acte. Que le moment est arrivé. Ne pas stresser parce que les enfants sont une éponge, donc ils vont tout recevoir, ils vont tout ressentir. Si la maman est trop inquiète ou le papa, souvent c'est la maman plus que le papa. Ils sont. Moi j'aurais juré que ce serait le père. Oui, ça dépend du papa comment il a été traumatisé.
ça, exactement. Oui. Mais il faut d'abord se rassurer soi-même et ensuite rassurer son enfant, prendre le temps de tout lui expliquer, lui dire ce qu'il veut et pourquoi il doit faire cette circoncision. Donc lui raconter tout ça, lui dire dans les détails ce qui va arriver, qui va être dans un bloc opératoire pour qu'il n'ait pas peur et pour qu'il ne perde pas confiance aussi aux parents. Il ne faut pas lui mentir. À ce moment-là, il va se dire que mes parents m'ont menti, donc il risque d'être affolé aussi. Dire qu'il va être dans un bloc opératoire, qu'il y aura des médecins en blouse blanche, par exemple, lui expliquer tout ça, le rassurer aussi en lui disant que pendant l'intervention, il ne ressentira rien parce qu'il y a une va être locale ou générale, c'est au médecin de le prescrire. Donc, lui dire qu'il ne rien à ce moment-là, que maman sera là à ses côtés pour le protéger, même s'il est tout petit. Essayez de tout lui dire avec des mots très simples, sans se... Déjà, le fait de lui offrir des cadeaux en amont, exactement, de l'habiller différemment, ça l'amuse, le laisser jouer avec sa tenue longtemps, c'est ce qui se faisait avant. Exactement, on a déjà une belle tenue, lui offrir des cadeaux, des bonbons, pourquoi pas, un peu spécial, lui raconter aussi que ses frères, s'il a des frères ou ses cousins, son père est déjà passé par là, donc ça va le rassurer, il va se dire que ça ira, et ne pas lui mentir sur l'après aussi, lui dire qu'il pourrait y avoir des douleurs, voilà, et qu'il y a des médicaments pour ça. Il sera rassuré aussi de savoir que maman sera là pour le rassurer, pour lui donner des médicaments, pour un peu calmer sa douleur. En tout cas, si on a envie d'éviter tous ces épisodes, on peut faire une chose qui est encore plus simple, c'est de circonciser l'enfant, procéder à la circoncision à un âge précoce, c'est-à-dire avant l'âge de la parole. Voilà. Tout simplement, comme ça. Ni il rouspète, ni il attend pour éviter qu'il rouspète. Mais même à cet âge-là, il faudra lui parler, lui dire, il faudra le rassurer. Justement, à cet âge-là, en général, les bébés sont encore en train d'allaiter, donc le rassurer en l'allaitant, juste après l'intervention, le prendre dans ses bras et l'allaiter, c'est une bonne façon de rassurer l'enfant. Et aussi, éviter de faire la fête le jour même. Parce que le jour même, il vaut mieux s'occuper du petit enfant, un peu le rassurer. Voilà, parce qu'en général, on fait la fête le jour même et puis on est occupé avec les invités. Et les bruits avec la douleur, c'est pas du tout compatible. Exactement, il y a du bruit, il y a du monde et l'enfant est un peu mis à l'écart. On dit on le laisse, on se dit, il va se reposer, il va dormir un petit peu, mais il vaut mieux l'avoir sous l'œil pour voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de complications. Chez certains enfants, par exemple, ceux qui ont un problème de coagulation, le surveiller s'il y a des complications à ce moment-là. Donc, prendre le temps ensuite de faire la fête plus tard. S'il n'y a pas de souci, on peut toujours faire la fête à n'importe quel moment et puis en profiter pour mieux avec les cousins, les cousines, les frères et les sœurs. Donc, il vaut mieux éviter décaler la fête à un jour. Voilà, un autre jour. Ultérieur, exactement. Ce sera beaucoup plus intéressant pour l'enfant parce qu'à ce moment-là, il aura besoin du réconfort de ses parents, de sa maman, s'il est allaité, de le faire allaiter, d'être à l'écoute, bien sûr, l'écouter et le conseiller aussi, lui dire qu'il ne pourra pas faire la vérité, par exemple, il ne pourra pas jouer, par exemple, tout de suite après, faire du vélo, s'il a l'habitude de faire du vélo, faire certaines activités. Il faut vraiment le rassurer par rapport à ça, ne pas lui mentir. C'est très, très important. Bien sûr. Voilà, donc le rassurer à tout moment, lui expliquer tout pour qu'il n'ait pas de mauvaises surprises. D'accord. Voilà. Voilà, vous avez des filles, donc vous n'aurez pas à expliquer quoi que ce soit. Fort heureusement. Pour ça, oui. J'ai de la chance par rapport à ça. Je me sens un peu soulagée par rapport à ça, parce qu'en voyant... Oui, parce que ça fait mal à la maman. Oui, ça fait vraiment mal déjà. En voyant nos enfants, quand ils sont déjà... Il y a pas mal d'étapes dans la vie d'un bébé. La poussée dentaire, le colique, à la naissance. Tout cela, on le ressent multiplié parce qu'on a envie que cette douleur... enlever la douleur à l'enfant et la prendre pour nous, pour qu'il soit bien, soulagé, tout ça. C'est clair que pour les mamans, ça va être une épreuve un peu difficile. Il faut prendre sur soi, se montrer un petit peu courageuse pour donner du courage à l'enfant. Ce qui est sûr, c'est que les médecins recommandent de le faire à un jeune âge. N'attendez pas qu'il ait 8 ans pour les traumatismes. Exactement. Il est préférable que ce soit bien avant 4 ans d'ailleurs. Voilà, exactement. De préférence. Voilà, donc, consulter le médecin, c'est à lui aussi de décider à quel moment le faire et surtout
si l'enfant a des pathologies ou pas. Donc, une consultation préopératoire est déjà obligatoire, des analyses aussi préopératoires. C'est à ce moment-là aussi, souvent, qu'on découvre que l'enfant peut-être a un problème de coagulation du sang, c'est un problème assez important, surtout pour la circoncision et pour la cicatrisation. Il risque de faire une hémorragie, ce genre de choses. Donc, les médecins sont les mieux placés pour conseiller les parents au moment de la circoncision, c'est clair. Et il faut toujours être à l'écoute et surveiller l'enfant pour qu'il n'y ait pas de complications après. Petite astuce que j'ai eue en posant la question, pour le pansement, éviter que ça ne tire et que ça n'arrache, mettre un peu d'huile d'olive. L'imbiber d'huile d'olive, ce sera plus simple à enlever. D'accord, voilà. Une bonne astuce comme ça. Et puis, bien sûr, des habits amples. L'habit traditionnel, déjà, il est ample. Donc, une belle petite... voilà, ça peut être la gandoura, ça peut être aussi le pantalon ample traditionnel. C'est joli à voir. C'est très joli en plus. Et on va dire que c'est un habit de prince. On va lui dire, voilà, ta journée, tu es habillé comme un prince. Il ne faut pas oublier l'appareil photo ou alors voilà, de le prendre en photo avec son smartphone. Immortaliser le moment, bien sûr. Bon, on immortalise tous les moments avec les enfants, mais à ce moment-là, bien sûr, pouvoir lui raconter tout cela. S'il est à un âge où il s'en souvient, ressortir les photos plus tard pour en parler, ou sortir les photos quand il sera plus âgé, lui dire voilà, tu as eu ta circoncision à cet âge-là, voilà ce qui s'est passé, il y avait telle personne et telle personne, on a fait cette fête, on a fait ceci, cela. C'est bien d'en parler aussi. Voilà, c'est bien de perpétuer aussi cette tradition. Donc on espère que justement que toute cette belle solidarité se décline dès demain avec toutes les associations qui mettent voilà, vraiment en œuvre leur personnel et toute l'organisation nécessaire pour les circoncisions collectives. J'espère que tout se passera comme vous le souhaitez. Exactement, Inch'Allah. Et puis un dernier conseil, pour les mamans ou pour les papas ou pour les deux, c'est possible de prendre un congé. Prendre un congé, bien sûr, pour pouvoir bien s'occuper de... C'est moins stressant, effectivement. Voilà, prendre un congé quelques jours avant pour pouvoir rester avec l'enfant et puis tout expliquer et passer de moments avec lui et lui raconter ce qui va endurer dans cette période. Et puis rester après l'intervention, rester avec lui pour le rassurer, pour l'accompagner. Voilà, merci pour tous ces conseils. Vraiment, je vous souhaite une agréable journée. Merci, à vous aussi. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera l'Aïd. Ce sera l'Aïd, voilà. Je pense, oui. Vous ne viendrez pas l'Aïd D'accord, on verra. Voilà, d'accord. S'il y a un programme spécial, je ne sais pas. Sinon, on vous fera un petit coucou en direct. Avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup et merci à ceux qui nous suivent ce matin. Tout de suite, je vous propose d'aller au cœur de la Casbah à la rencontre d'un photographe, portrait justement de cet artiste par Félix Hamdi. Et c'est parti. La Casbah d'Alger, aimée et admirée de tous, se dévoile avec une nouvelle série de photos inédites, œuvre du photographe Riyad Dahmani. Notre artiste est un photographe autodidacte algérien qui s'est spécialisé dans la photographie d'art. Riyad Dahmani, photographe d'art. Je photographie les beaux endroits d'Alger. À travers ces clichés, il raconte en images la Casbah, cette cité millénaire, l'Algérie d'aujourd'hui, en montrant sa jeunesse, son dynamisme et son authenticité. La Casbah, elle occupe une bonne partie de la ville d'Alger en matière d'histoire, de patrimoine culturel, humain, architectural. Mon parcours de photographie, je suis tombé sur la photographie accidentellement. C'était en 2015. C'était par mon métier d'agent immobilier. Je travaillais ici en tant qu'agent immobilier à Alger. Donc je photographiais Alger de l'intérieur, donc les maisons et les jardins et tout. Et par la suite, je voulais ouvrir à mon compte et je voulais faire encore mieux que là où j'étais. Ces photos respirant le calme et l'amabilité de ses habitants, sublimes. Les lignes architecturales supportant l'usure du temps de la Casbah ne cessent de le fasciner. L'exposition que j'ai organisée tout récemment, c'était sous le thème Senteur d'Alger. Alors pour le titre Senteur d'Alger, c'est pour les amoureux de la ville d'Alger qui retrouveront un petit peu leur jeunesse, leur enfance, les bons moments qu'ils ont passés à Alger autrefois, et particulièrement à la diaspora qui vivent ailleurs. Alors donc c'est un petit peu pour redonner à ceux qui en sont nostalgiques.
Senteur d'Alger est l'intitulé de son exposition à la galerie Mohamed Racine. Un titre révélateur de son contenu puisque l'artiste a immortalisé des lieux lourds de sens et de mémoire. Notre invité ici présent a aussi pour habitude de sillonner les ruelles escarpées de la vieille Médina, la Casbah d'Alger en l'occurrence, et il s'appelle Salim Sabour. On a plaisir de vous recevoir. Bonjour. Merci pour l'invitation et je saisis l'occasion de saluer tous nos téléspectateurs et téléspectatrices en leur souhaitant un Ramadan Karim. Ramadan Karim à vous aussi. Donc c'est un Ramadan qui vraiment coïncide avec la célébration habituelle du mois du patrimoine. Donc est-ce que c'est spécial pendant ce mois? Je n'ai pas, d'abord, je voudrais préciser votre fonction. Vous êtes guide professionnel et bien sûr, vous connaissez l'Algérie, non pas Alger seulement sur le bout des doigts. Vous saurez raconter une histoire dans n'importe quelle ville de ce pays. Oui, bon, l'Algérie, c'est vrai, c'est un continent, mais j'allais dire l'ensemble des grandes attractions touristiques, on les connaît, on a aussi beaucoup d'amis sur mon compte pour qu'ils nous éclairent un petit peu sur une destination. On connaît les grands axes, un petit peu tout le patrimoine qui gravite autour, mais tout ce qui est voilà, il y a un réseau de guides. Oui, maintenant il y a un réseau de guides et notre travail consiste aussi à promouvoir la promotion de ce patrimoine. Et ce mois coïncide du 18 avril qui est la journée mondiale des monuments et sites et le 18 mai c'est la journée mondiale des musées. J'allais dire une ambiance ou une programmation très ardue pendant ce mois-ci. Mais j'allais dire la promotion et la protection du patrimoine, c'est toute l'année. Toute l'année, absolument. Donc vous sillonnez les rues d'Alger accompagné de groupes de touristes locaux et étrangers à qui vous racontez l'histoire de tel monument, de tel site, de tel endroit. Et vous le faites très bien. Vous avez été armé pour le faire. Vous avez été formé en conséquence, n'est-ce pas, M. Salim Sabour? Oui, si je peux, j'allais dire, pas prétendre. Je pense qu'on est parmi les 20 premiers guides qui ont été formés en 2000. C'était une nécessité, c'était dans l'urgence. Et ils en ont choisi une vingtaine parce que la chance qu'on avait, c'était qu'on travaille dans des institutions culturelles. Moi, je viens du Bardo, d'autres musées, et c'est comme ça que l'idée est venue de former ces guides accompagnateurs de musées et sites historiques et archéologiques. C'est quelque chose de très pointu, et c'est comme ça que cette formation qui a duré dans le temps pendant 3 années d'études, avec en finale un mémoire de fin d'études, mais nos profils, c'est-à-dire nous a donné l'avantage d'être sélectionnés, parce que la plupart c'est des historiens, c'est des archéologues période antique ou islamique ou préhistorique, c'est un petit peu cet avantage-là, et on s'est formé nous-mêmes. La formation terminée, on devait aller, soi-disant, parce qu'on était formé dans l'Institut de formation des formateurs, on devait par la suite aller former d'autres, mais il y a eu une ouverture au ministère de l'enseignement et de la formation professionnelle ils ont greffé cette formation, et tant mieux. Maintenant, il y a une relève. C'est vrai oui, mais c'est vrai qu'accumuler des connaissances, connaître le terrain, c'est important, mais il faut avoir aussi cette faculté de transmettre et de distiller toute cette masse d'informations ô combien importante. Et comment est-ce qu'un guide arrive à faire passer le message? Quelles sont les qualités qui sont requises pour le faire? Bon, déjà, il y a la passion. La passion, c'est-à-dire la passion et aussi l'amour du patrimoine de la chose. On peut être autre chose que le patrimoine. Et on a vu aussi qu'à fur et à mesure, parce qu'on n'était pas destiné au départ, si je peux vous dire une anecdote, moi quand j'étais au lycée, j'ai jamais aimé l'histoire. Par exemple. Ouais, vous voyez, et là je suis vraiment là, dedans. Et je voulais un petit peu commettre les mêmes erreurs qui ont été commises me concernant, en essayant de transmettre un petit peu ces histoires et tout, avec une façon très humoristique, avec des anecdotes, et ce qui nous fait rendre plus agréable le message. Oui. Et en plus, c'est-à-dire que je visite un site, moi au préalable, je sais de quoi je vais parler, mais je laisse, c'est-à-dire l'auditoire, c'est lui qui me guide. Et c'est à partir de l'auditoire
là où il faut, c'est-à-dire alléger, aérer, accentuer, faire abstraction à quelque chose pour ne pas... Parce que les gens, en dehors de la visite, c'est un petit peu un genre de dessert. Ils veulent un petit peu se sentir tarabusté, mais pour beaucoup plus apprendre et s'amuser en même temps. C'est un petit peu ce style. C'est une distraction, c'est un divertissement, c'est un petit voyage. Voilà, on remonte l'histoire à travers les monuments historiques comme ceux qu'on vient de voir. Ce sont des monuments de la Casbah. Et la Casbah, c'est vrai que ça a été le point de départ pour ce cycle de visites et de circuits touristiques réactifs, on dira, en 2000. Juste en 2000, j'ai profité, je vous ai ramené même pour vous dire que quand on a un petit peu terminé notre formation, on était obligé de faire un mémoire de fin d'études. Et mon mémoire à moi, vu que je voulais un petit peu promouvoir le patrimoine, j'ai pensé à une catégorie sociale très importante, qui sont les non-voyants. Oui. Parce que j'ai fait ma petite recherche et j'ai vu qu'il n'y a absolument rien concernant un petit peu le patrimoine et tout. Je me suis rapproché de l'école de l'Achour, de quelques amis non-voyants. Et c'est comme ça que j'ai pensé à faire deux mémoires de fin d'études. Un noir, qui veut dire en écriture, et un autre en braille. Et j'avais la chance et le plaisir d'avoir deux immigrants, j'allais dire docteur, un en préhistoire et M. Akash, historien, qui était non-voyant, mais une encyclopédie. Oui, c'est une encyclopédie qui m'a pas encouragé, il m'a assisté, il m'a orienté, et c'est comme ça qu'on a pu réaliser le premier guide en braille, sans me vanter, je peux vous dire au Maghreb. C'est par la suite qu'on a commencé, j'entendais, parce que je suis les périples, d'arriver à dire qu'à partir de 2008-2010, j'entendais d'autres pays s'occuper un petit peu de cette catégorie sociale. Voilà. Et ce guide-là a été distribué à l'école de l'Achour. On a fait visiter le Bardo à des non-voyants. Et votre consoeur à vous, Leïla Bouzar, je pense qu'elle a fait une émission de radio en direct du Bardo. Radio Chaîne 3. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et ce jour-là, j'ai entendu un non-voyant expliquer à un voyant la visite du Bardo. Ça, j'ai dit que je suis arrivé un petit peu à mon but de créer chez ces gens l'instinct. L'instinct et l'intérêt pour ça m'a beaucoup marqué. Et bon, par la suite... Ça a dû être très émouvant. Nous sommes émus justement d'apprendre vraiment une telle nouvelle. Et en tout cas, vous avez continué à le faire. À vrai dire, sais que vous recevez tout le monde, en tout cas. Non-voyants, petits et grands, viennent vers vous pour une visite. C'est-à-dire, il n'y a pas de souci. Et même pendant cette période-là, parce que je n'avais pas encore entamé l'enseignement, parce que j'ai enseigné de 2001 à 2010, l'Institut international de tourisme de gestion, où actuellement, j'allais dire, je suis très content de voir mes anciens, j'aime pas dire élèves, mes anciens camarades, qui occupent des hôtels, ils ont des agences et ils ont eu une bonne formation. C'est pour ça que maintenant, quand je lis sur les réseaux sociaux, je tombe un petit peu hébété de voir la formation de guide en une semaine, 15 jours. Il y a même des formations par correspondance. Je dis, mais c'est quoi ça? On ne devrait pas mettre la mention guide, mais plutôt accompagnateur. Même dans l'accompagnement, vous savez qu'il y a une certaine on étudie des sciences, on étudie les sciences sociales, un petit peu la psychologie, la sociologie, parce que si on a un groupe, on doit connaître un petit peu la géographie de quel pays est venu, quelle est la langue avec quoi on va s'adresser à lui. Sociologie, est-ce que j'ai affaire à qui? Un petit peu à une classe moyenne, à une classe bourgeoise, à des médecins, à des artistes, parce que l'auditoire, il est hétérogène. Oui, là, tout à fait. Ça, vous pensez, sans compter l'histoire de l'art, que chez nous, elle est plus de 6000 ans d'histoire de l'art. Tout à fait. C'est pas quelque chose qui se fait. Si c'est nous, on a fait 3 ans. On avait un acquis déjà en préhistoire, histoire, comment voulez-vous? Et je suis en train de blâmer personne. Et on a différentes périodes, justement. Pour ne citer que les musées, parce que vous en parliez tout à l'heure, vous avez cité le Bardo, on a vraiment toute la préhistoire, on va un peu plus haut aux antiquités. Donc on a toute l'Antiquité. Et même au Bardo, on a la période un petit peu l'ethnographie. L'ethnographie, l'anthropologie, et voilà. Tout ça, ça c'est les sciences sociales. Lorsqu'on va au musée des Beaux-Arts aussi, on a différents tableaux. Ce sont des décennies et des décennies, justement, de peintres. En dehors des peintres, il y a les sculpteurs, il y a plus de 8000 pièces.
entre peinture, gravure, verrerie, bon, je ne vais pas vous citer un petit peu, c'est le plus grand musée. Il était considéré à un moment donné comme le plus grand musée dans le monde arabe et le continent africain. Vous avez plus de 4600 mètres carrés avec 3 niveaux. Vous pouvez passer la demi-journée. Moi, je passe 4 heures dans ce musée. Oui, qui est magnifique. Je veux dire, je sais pas, pour faire une semaine, et j'aimerais bien me recycler, aller faire une semaine, de voir comment ces choses, ou bien les gens d'actuellement, on peut facilement c'est pas comme nous, on était très lourds, et c'est pour ça qu'il nous fallait 3 années d'études. En tout cas, c'était très impressionnant de visiter la Casbah à vos côtés. Moi, je l'avais fait justement début des années 2000. C'était avec moi. Et c'était, on avait visité la Casbah, il y avait tout un groupe, et c'était très agréable. Et j'avais découvert une multitude d'informations que je ne connaissais pas du tout sur les différents monuments, sur l'histoire de cette vieille Médina. C'était un premier choix de circuit pour vous? Oui, parce qu'il fallait relancer un petit peu. La machine était grippée. C'est vrai que l'Algérie avait subi une période. On a subi une période. Il fallait recréer un petit peu, pas un petit peu, se donner confiance à soi-même, parce que moi, je suis un corps étranger à ce quartier. Tous les préjugés qu'il y avait, bon, je ne les ai pas pris en compte parce qu'il fallait relancer ça. Et j'ai trouvé un accueil plus que chaleureux. Il y a qui m'ont un petit peu aiguillé, qui m'ont ouvert leurs portes, bien sûr. Il y avait une garantie morale par la suite. C'était pas du jour au lendemain, c'est quand ils m'ont vu que j'étais quelqu'un qui voulait apporter. Ont carrément adopté. Après, hein, et par la suite, je voulais que l'habitant profite un petit peu de sa ressource, en essayant de trouver, parce qu'il n'y avait pas assez d'artisans, en essayant de casser la croûte chez quelqu'un. C'est-à-dire, c'était comme ça pour les capter, pour leur dire, écoutez, on vient un petit peu... On s'était arrêté, je me rappelle, devant ce marchand de Garanteta, par exemple, de Garantica, elle était délicieuse, et tous les touristes qui étaient autour de vous se sont régalés, ils ont goûté à un mets qu'ils ne connaissaient pas. C'est comme ça qu'il faut... Il y avait les sardines, il y avait un peu de tout. C'était le désordre dans l'ordre. Il y avait de tout. Ça avait son charme. Oui, ça avait son charme, et un petit peu pour dire, parce que si on va greffer un petit peu les habitants de cette Casbah, ils vont encore plus sauvegarder leur site, et c'est eux qui vont un petit peu nous éclairer et en plus veiller sur nous. Oui, parce que c'est vrai que vous combinez aussi la restauration chez l'habitant dans les circuits, spécifiquement à la Casbah. Donc les habitants se sont impliqués, ils ont ouvert leur douéra pour justement accueillir les touristes pour un mets traditionnel qui complète la visite. Oui, c'est vrai que j'aime. Ah ben on vient de voir le Garanteta. Ah oui. La Garantica. J'ai pas l'écran, mais enfin c'est pas grave. C'est vrai. On a commencé à faire ça. Pourquoi? Pour l'intérêt. Pour que les gens un petit peu pensent qu'on n'est pas venu un petit peu chasser dans leur terre. Eux aussi, j'aime pas dire le terme leur part, mais pour parler un petit peu. Mais le choix a été dicté par un cahier de charge, parce que la personne doit être d'un niveau d'études plus ou moins élevé, expliquer pas famille nécessiteuse, mais arriver à terminer, à arrondir les fins de mois, c'était un petit peu ça. Et c'est comme ça qu'on a choisi 2 ou 3 maisons et qui nous ont un petit peu honorés. On n'a jamais eu d'intoxication, Dieu merci. Mais maintenant, j'ai pris un petit peu le recul, c'est-à-dire je me suis un petit peu éloigné de tout ça. Et là, on a repris un petit peu les contacts pour voir un petit peu ce qu'on peut faire, mais la situation... Mais les choses évoluent, il y a des petits lieux de restauration qui ont ouvert depuis, il y a des échoppes qui ont ouvert par rapport au métier d'art, il y a eu plusieurs artisans. Il y a énormément d'artisans. Des artisans qui s'installent à nouveau dans cette Casbah. La dernière, c'est une dame que j'ai connue la dernière fois, j'étais de passage, et dans un petit coin à Agda, elle fait dans la vannerie, une dame qui fait tous ses couffins à l'ancienne et tout. Ça m'a déjà occupé l'espace, c'est préserver l'espace. Oui, tout à fait. Déjà, occuper l'espace, c'est préserver l'espace. Et ça, j'ai pris ces cartes, ça m'a honoré. La preuve, j'en parle d'elle, je parle de cette dame et je lui souhaite une bonne continuation. Malgré la relève, elle existe, mais il y a ceux qu'on a
qui sont décédés. Par exemple, Amil Hachmi, le dinandier, c'était le dernier des Mohicans, Allah yarhamou. Ammi Ali, celui qui faisait le riflet. C'est-à-dire, il y a une relève timide, mais il y a une relève. Mais les anciens aussi disparaissent. Bon, il y a une association, je pense, comment le puits avec, j'ai oublié c'est pas que j'oublie, Birjibah. Oui, ils en ont parlé, ça me fait plaisir qu'ils me parlent un petit peu de ces gens qui étaient des repères au niveau du site de la Casbah. Voilà, mais quel est le circuit que vous préférez le plus, celui qui vraiment vous a donné du bonheur pendant l'exercice? C'est-à-dire, si on prend par exemple, il y a ce que j'appelle moi le côté soleil, tout, on prend un petit peu Sidi Ramadan, on descend par le quartier des Cordonniers, on arrive au quartier soleil. Ah, donc on est toujours à la Casbah. Hein? Ouais, là on est du côté, mais un circuit, j'allais dire, comme disent Omar Fifdrif, pour arriver pour un petit peu, parce qu'une catégorie, on a des seniors de troisième génération, je pense qu'il y a quelques amis qui nous regardent, ils ont le sourire au coin, c'est un petit peu léger, avec peu d'escaliers, on aboutit à Sidi Abdelrahman, la madrasa, les deux musées. Mais il y a ceux qui veulent un petit peu l'authenticité. On peut faire par exemple, on descend par la rue Tombouctou, il est né le Hajj Mohamed Al-Anqa, Birjibah, Sidi Mohamed Cherif, on parle un petit peu de Sidi Mohamed Cherif, Sidi Bougdour, ça c'est le beaucoup, parce que dans le tourisme, il y a le culturel et le cultuel. Tout à fait, ça c'est le côté culturel. Je prends Sidi Mohamed Cherif, la rue Catan, Sidi Bougdour, et on explique pourquoi, et on leur parle un petit peu de la fameuse histoire d'Al-Makra et les deux sœurs et tout. Je leur montre la maison parce qu'on n'a pas le droit d'y rentrer. On leur parle un petit peu de cette légende. Il y a et on plein de termine. légendes, Oui, il y a énormément de légendes. C'est une manière d'arriver à cette vulgarisation que vous avez ciblée. Vous disiez si bien tout à l'heure qu'il fallait avoir la passion pour pouvoir vulgariser toute l'information et la distiller aux visiteurs de notre pays. Donc moi, je pensais, donc c'est finalement votre circuit préféré demeure la Casbah, bien que vous ayez aussi guidé à travers le pays. Oui, j'adore les musées. Les musées, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a de très très beaux musées. Je ne veux pas dire malheureusement, mais maintenant il y a un public, maintenant on essaye d'un petit peu de secouer les écoles, on se déplace. Moi, en 2000, j'ai créé ce que j'appelais à l'époque la valise muséale. J'ai constaté qu'il n'y avait pas à l'époque Internet. Je me déplaçais dans les lycées, les écoles qui n'avaient pas les moyens de louer un bus. Ou bien même s'ils louent, c'est anti-pédagogique de ramener 50, 40 gosses, un petit élèves. Je me déplaçais à cette école, j'avais mes diapos et je leur projetais. C'est le musée qui va vers l'école. Et c'était une expérience magnifique. Il y a des retours extraordinaires. Bon, maintenant, j'ai dit que j'ai pris du recul, mais ça peut se faire très prochainement s'il y a des demandes, s'il y a des directeurs d'école qui veulent qu'on En tout cas, pour ceux qui nous suivent ce matin, donc Salim Sabour ici présent, donc est guide professionnel et bien sûr, les visites de la Casbah ou d'Alger continuent en soirée et c'est spécial pendant le Ramadan. Donc voilà, je vous invite à Comment faire pour vous joindre, Salim Sabour? Bon, il y a maintenant il faut vivre avec son temps. Il y a ma page. La page. Mais dire qu'il y a ma page Salim Sabour, connue. Il y a aussi Salim Sabour, guide accompagnateur. Et il y a le téléphone aussi. C'est pas. Oui, on peut pas donner le téléphone à l'antenne, mais en revanche, voilà, vous avez donné les deux adresses et les deux liens. Je voulais vous montrer le premier guide en braille. Pour dire je pense qu'on l'a montré tout à l'heure à l'antenne, mais Malish, on va essayer de le montrer. Ça, bon, parce qu'il a noirci, je l'ai vu pour l'émission, je l'ai ramené. Ça, c'était... Guide sur le Musée national du Bardo, mémoire de fin d'études de braille, conçu par Monsieur Sabour en année 2000. Ah, mais c'est vrai. Tout est en braille. Tout est en braille. Ouais. Pour le bonheur des non-voyants, bien sûr. Oui, parce que j'allais dire, ils ont une insuffisance visuelle et non pas intellectuelle. Oui, tout à fait. Et c'est comme ça que moi aussi, en m'imprégnant, on m'a appris beaucoup de choses. Vous avez cité Akash, c'est l'exemple parfait. Je suis resté 15 jours dans leur école pour apprendre. On m'a mis dans une chambre noire pour ne pas retrouver un petit peu les sensations que eux ressentent. Et c'est comme ça que cette chose est venue. Et j'ai vu qu'ils n'avaient absolument rien. Et maintenant, je pense qu'ils sont contents d'avoir ce guide. Absolument. Ouais. Bravo pour tout ça. Merci. Bravo, Monsieur Sabour. Et bien sûr, le plaisir continue. Le plaisir de partager toutes ces connaissances liées à notre patrimoine se poursuivra durant ce mois du patrimoine, donc qui s'achèvera le 18 mai prochain à l'occasion de la Journée mondiale des musées. Merci d'avoir honoré cette invitation. Merci à vous.
toujours un honneur et un plaisir de venir au studio de Canal Algérie et de répondre à vos invitations. Bonne continuation et Ramadan Karim si on se revoit pas d'ici là. Et on continue justement de parler d'art cette fois-ci avec des artistes qui vont nous rejoindre, ceux qui ont lancé un projet musical, un projet jazz, ça s'appelle Beja Project. Et bien sûr, l'initiateur de ce projet sera parmi nous dans un instant après cet extrait, justement un extrait du premier album de ce groupe qui est né d'une belle amitié qu'on racontera juste après. Voilà, j'ai fait tomber ma petite oreillette, cet accessoire qui nous aide à être en contact avec la régie, qui nous suit et qui veille au grain justement et qui nous accompagne et que je salue. Donc merci aussi à ceux qui viennent de nous rejoindre, à ceux qui nous suivent depuis ce matin. Voilà, vous attendiez certainement de voir la présence parmi nous de cet artiste de renom, Kherdin Kashish, et notre invité d'honneur ce matin. Bienvenue. Bonjour. Merci Ça pour va? l'invitation. Ça va? Toujours ravi d'être parmi vous. Ben, tout le plaisir est pour nous. Vous êtes accompagné aujourd'hui de Monsieur Salah Romini, donc chef de département musique à l'ARC, donc l'agence algérienne pour le rayonnement culturel. Donc, qui, elle aussi, permet l'organisation d'événements très importants qui permettra cette année de marquer de fort belle manière la journée mondiale du jazz, n'est-ce pas, Monsieur Romini? Exactement. Tout d'abord, bonjour et merci pour l'invitation. Pour l'ARC, c'est pas en fait, on revient à la célébration de la Journée internationale du jazz après 3 ans d'interruption due essentiellement à la crise pandémie. sanitaire, Exactement. En fait, une journée qu'on célèbre depuis 2012, depuis sa proclamation par l'UNESCO. Cette année, on a choisi de célébrer la Journée internationale du jazz avec un produit purement
enfin algérien, on dirait. On dira universel. Exactement, Ce sera peut-être universel. mieux. Oui. Voilà, c'est vrai que la musique n'a pas de frontières, hein, Khaldin Mekachiche, et ce projet le prouve fort bien, donc Bahja Project, bien que ça porte le nom de notre capitale un petit peu. Ben oui, mais c'est pas visé au fait. Oui. Bahja, c'est un petit peu la joie aussi. C'est aussi la joie de vivre, la gaieté. En fait, le projet partait sur le principe, on voulait faire un projet musicalement algérien à la base, fusionné avec du jazz contemporain. Mais on est parti sur l'idée que ça soit un projet qui respire quoi. C'était pas un projet pur jazz très fermé, au contraire, on est parti sur le principe de la gaieté, de la joie, tout ce qui s'ensuit. Donc c'est un projet algéro-belge. Voilà, tout à fait. Il y a deux leaders sur ce projet, moi-même. Voilà, vous-même et puis il y a Manuel Armia, qui est un saxophoniste, un souffleur. Un souffleur, comme on dit, voilà. dans le jargon. Et il joue aussi de la flûte indienne, le bonsori. Donc lui, il est très fervent des musiques traditionnelles du monde et du jazz contemporain aussi. On est tombé un petit peu sur la même longueur d'onde. Oui, c'est vrai qu'il a eu justement par le passé des projets très intéressants. Donc il est friand d'ouverture multiculturelle comme vous. Et donc il a le Murmure de l'Orient, par exemple, un projet qui a séduit. Projet, auquel j'ai même participé quelques fois. C'est un projet qui est multinational en fait. Il y a une chanteuse tunisienne, deux musiciens du Maroc, un musicien de Chine, un musicien de l'Inde et puis Emmanuel de Belgique. Et j'ai quand même assisté, j'ai joué sur 2 concerts de ce projet-là. Voilà, un projet multicontinental. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Rimini? Oui, exactement. En fait, pour moi, c'est l'essence de la musique. C'est l'universalité, l'ouverture à l'autre et le partage. C'est le partage. Beaucoup plus dans la musique jazz. Je trouve que c'est un jazzman a l'esprit ouvert et l'esprit du partage. Voilà. Voilà. Khaldin Mekachiche, ici présent, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, bien qu'il soit très connu dans le milieu musical, mais c'est vrai que certains téléspectateurs pourraient ne pas vous connaître. Il faut dire que c'est un vrai globe-trotter, donc il a sillonné le monde d'est en ouest ou du nord vers le sud, donc une multitude de projets incroyables avec des artistes du monde, et ça lui fait, il a à son actif plus de 6000 enregistrements. Dans ces eaux-là. Dans ces zones-là, c'est juste pour dire un petit peu la multitude de projets auxquels vous avez pris part, indépendamment aussi des groupes vraiment avec qui vous avez fait un bout de chemin. Voilà. Donc aujourd'hui, vous venez avec Bahja Project. Parlez-nous un petit peu plus de ce concept. Bahja, c'est un projet qui est né en 2018 suite à la rencontre entre moi et Emmanuel. Donc, le courant vous vous êtes rencontrés où justement? Allez, on veut le détail. Dans le cadre du Festival européen en fait. Voilà. Parce que Manuel venait à Alger pour jouer dans le cadre du Festival européen, il venait représenter son pays, la Belgique. Et du coup, il m'avait invité à jouer, à l'accompagner dans ce concert-là. Et c'est sur scène que le courant est vraiment passé très fluidement. Et puis, juste après, on a eu des discussions, on s'est dit qu'il est vraiment dommage que l'expérience s'arrête là. Oui. Et c'est à partir de là qu'on a décidé de lancer le projet Bahja. Voilà. C'est vrai que votre formation de base s'est faite justement dans l'âme andalouse, et puis après vous avez complètement ouvert votre esprit à toutes les musiques du monde, hein, Khaldin, et vous avez joué d'abord avec une diversité d'artistes qui avaient des styles différents avant de trouver votre voix en fait quelque part dans le jazz. En fait, moi, je me suis beaucoup intéressé au départ à la musique arabe andalouse parce que mon père était déjà membre de l'association, musicien et membre de l'association Mousselia à l'époque, et juste après Frajia, donc c'était un petit peu de la racine. Et puis, petit à petit, Chabi, Haouzi, ce qui est proche de la musique andalouse. Et puis, à un moment donné, il fallait vraiment s'ouvrir sur la musique algérienne d'abord. Moi, je pense qu'il est plus important de connaître déjà ses racines pour découvrir les racines des autres. Et ce qui m'a permis d'ailleurs de contribuer à pas mal de projets internationaux auxquels j'ai été convié, parce qu'au fait, les Occidentaux en général sont friands de découvertes et bizarrement, ils ne connaissent pas vraiment les musiques traditionnelles algériennes. Hein. Au-delà du rail, bien sûr, effectivement, voilà, tout le reste, et toute cette richesse, hein, Monsieur Rimini, n'est pas toujours très connue. Et là, vous êtes tombé sur une perle, quelque part, dans la mesure où là, on va avoir où ce groupe va puiser dans les différentes sonorités algériennes, n'est-ce pas? Effectivement. Oui, en fait, c'est un concept qu'on essaye sur toutes nos programmations d'inculquer quand on ramène
un artiste étranger, on essaye par tous les moyens d'intégrer un, voire deux musiciens algériens, même dans d'autres projets qui n'avaient pas vraiment de musiciens algériens, comme ça a été fait pour la célébration de la Journée internationale du jazz en 2017. On avait convié un big band, et c'était la première fois en Algérie d'avoir un big band sur scène. Et on avait intégré plus de 7 musiciens algériens qui ont participé au projet. Il y a eu en 2018 aussi Jean-Marie Kay, qui était notre invité. Et en guest star, il y avait Kherdin qui avait participé. Et voilà, et Nazim Bakour qui ont participé au spectacle. Donc on essaie toujours de faire participer nos musiciens et de faire connaître notre patrimoine, parce que on trouve que c'est là qui est le rayonnement. Donc si on veut rayonner avec notre culture, c'est de la faire montrer aux autres. C'est vrai, c'est aussi de la fusionner comme vous l'avez si bien fait, de la rendre accessible. De la rendre audible aussi à des gens qui n'ont pas vraiment cette oreille. Aussi. Voilà, exactement, c'est ça. Oui, voilà. Donc on va parler un petit peu de ce groupe, de Hadja Project. Donc il y a vos complices et ceux de Manuel en parallèle. Donc oui, quelque part, on va peut-être les présenter quand même. Bien parce sûr. Que ce sont des musiciens indispensables et principaux et importants pour cette orchestration qu'on vient d'écouter. Exactement. Voilà, Donc pour le choix des musiciens, on s'est un petit peu partagé. Il y a eu un rapport de force, je dirais. Ah bon. Moi, je suis parti sur le choix de Zeno Kandour, auquel Manuel a tout de suite adhéré parce qu'il connaissait excellent pianiste. Excellent pianiste, qui maîtrise bien les arrangements de la musique traditionnelle en moderne. Il a une très très bonne maîtrise et c'est un excellent musicien en tout cas. Donc pour le batteur, on a choisi Franck Vaillant, le français, avec qui j'avais collaboré quelques années auparavant. Et puis quand même, c'est un batteur très réputé en Europe et qui a quand même un assez très très bon niveau. Et il restait le problème du bassiste. Manuel a proposé Françoise, qui était normal. On a joué ensemble aussi en Belgique et je dis oui, c'est excellent. Donc on est parti comme ça. Voilà, il y a une bonne entente en tout cas et une bonne harmonie sur scène. On voit, vous êtes très complices, vous jouez, vous improvisez aussi facilement. C'est un peu le propre esprit du jazz, pas? Exactement. Quand on dit jazzman, c'est quelqu'un qui improvise beaucoup plus, qui joue suivant la partition ou suivant le programme. Voilà, qui réagit à la sensibilité de l'autre, celui qui est à côté. Et donc les solos sont magnifiques sur cette orchestration. Donc on découvre vraiment des talents incroyables. Effectivement. Voilà, votre violon, vous le faites parler autant que la flûte de Manuel Hermien. Donc voilà, donc vous avez déjà pris part à plusieurs concerts, bien sûr. Vous avez été, votre élan et votre créativité a été un petit peu freiné par la pandémie. Comme toute l'activité d'ailleurs. C'est vrai qu'après avant la sortie en 2019, il y a un concert en avant-première au Dima Jazz qui a pris le risque, je dirais, parce que le projet n'était pas encore sorti, n'était pas encore connu. Oui, l'album n'était pas encore distribué. Et le Dima Jazz nous avait invités à faire la première partie de la clôture du festival. Oui. Et c'était chaud, hein. C'est la clôture quand même. Mais ça s'est super bien passé. On a fait une vente dédicacée en avant-première de l'album. Et il y avait quand même pas mal d'albums vendus. Donc ça nous a un petit peu rassurés. Juste après, il y a eu la sortie officielle en Belgique. Donc concert de sortie d'album. Il y a eu un concert en jazz de festival de jazz de Tunis, Jazz à Carthage, qui est un super beau concert aussi. Je ne m'attendais pas sincèrement. Et puis il y a d'autres concerts en Belgique, dans d'autres festivals. Et puis il y a la sortie de l'album en France. On a célébré ça à Paris aussi, dans une salle qui s'appelle renommée le Pan Paper. Voilà. Donc juste après. Après, il y a eu la pandémie. Tout le monde connaît la suite. Mais bon, revenons sur ces moments forts du Dima Jazz où vous avez été convié pour la clôture. Qui a connu un franc succès, on le sait, et donc on va écouter un extrait de ce concert et on revient juste après.
Là, c'était un extrait du morceau, ou plutôt de titre Kenza, du groupe Bahja Project. Voilà, c'est ainsi que vous avez nommé votre groupe et votre justement fusion. Alors, c'est tout en douceur, tout en volupté, mais en même temps plein de rythme. Il y a du punch aussi quelque part, quelque temps. On a été emporté par le jeu de flûte de Manuel Hermia, justement à l'instant. Il y a une âme orientale dans cette... Effectivement. C'est le principe du projet, en fait. C'est de fusionner la musique algérienne et maghrébine, je parle de l'Afrique du Nord, en quelque sorte, avec le jazz contemporain. C'est le principe du projet, en fait. Vu que l'Algérie, à chaque fois, je le dis la même chose, je ne cesserai jamais de le dire, c'est comme un carrefour où plusieurs civilisations se sont déversées et qui ont laissé leurs traces. Donc c'est multiculturel, c'est un melting pot de pas mal de styles de musique. D'ailleurs, la richesse de la musique traditionnelle algérienne, elle est inestimable d'ailleurs. Voilà. On essaie de creuser de part et d'autre pour trouver des petites étincelles avec qui on espère faire un grand feu. Le feu, justement, il a jailli sur les planches d'Imajaz. On vient de voir un extrait qui a ému justement l'assistance. Ça s'appelle Kenza. Kenza, donc, qui est le prénom justement de la fille de Manuel Hermia. Effectivement, c'est une composition de Manuel Hermia. Et je ne sais pas si on peut le dire, mais bon, notre ami Manuel est marié à une femme algérienne. Oui, c'est une Algérienne, donc, son épouse, pourquoi ne pas le dire? Donc c'est une cousine quelque part. Voilà. Et ils ont une petite fille qui est adorable, qui s'appelle Kenza. Donc, quand Manu a composé ce morceau, il y avait plein d'amour, en tout cas, ça se dégage de ce morceau en particulier. Donc, on rappelle, on va faire comme si on était sur scène. Donc, voilà, on a découvert à l'instant le souffleur belge Manuel Hermia, le violoniste et virtuose algérien Khadim Kashish, accompagné donc du batteur Franck Vaillant, le bassiste François Garni et puis le pianiste Zinou Rendour. Voilà, il y avait du groove sur scène en tout cas, et on espère qu'il y en ait autant donc à la salle Ibn Zaidoun, n'est-ce pas, monsieur? Voilà, on l'espère, avec la présence du public, enfin. On dira enfin, qu'il y a le retour du public dans les salles. Ça fait un grand plaisir déjà aux artistes. Exactement. Les amoureux de jazz qui ont été privés un peu de leurs habituels. Pas que le jazz, enfin, la musique la musique de manière générale. Le spectacle en général, même pour le théâtre, même pour les autres disciplines. Je crois que c'est une bouffée d'oxygène quand même pour les artistes de voir leur public revenir en salle. Et pour le public aussi de revoir leurs artistes sur scène. Ce sera ce jeudi, 28 avril. Ce jeudi, Inch'Allah. 28 avril. En fait, la journée internationale du jazz, c'est le 30 avril. C'est le 30 avril, oui. Sauf que cette année, bien sûr, l'île tchèque, donc on était obligé un peu de pas prendre de risques. D'avancer un petit peu la date. Ça va être le 28, jeudi 28, Inch'Allah, à la salle Ibn Zaidoun, à partir de 22h. Bon, l'ouverture des portes est à 21h30. Mais avant ça, j'aimerais parler du masterclass quand même qui sera animé par les musiciens du projet Bahja. Ça va se passer le 27, donc la veille mercredi, la veille du spectacle, à la Villa Dar Abdel Taif. C'est ouvert au public, beaucoup plus, je crois, que les musiciens, les artistes. Il faut juste s'inscrire. J'invite ceux qui veulent venir à participer, à s'inscrire. Il y a le lien, il y a une adresse. Sur le site de l'ARC, sur la page Facebook de l'ARC, Agence algérienne pour l'environnement culturel. Il y a tous les détails sur la masterclass et sur le concert aussi. Donc voilà. Pour ceux qui ont peut-être manqué l'adresse, donc c'est l'ARC, AA2ARC, c'est-à-dire Agence algérienne pour le rayonnement culturel. Vous tapez ceci et vous aurez toute l'information concernant le masterclass et le spectacle aussi. Et le spectacle qui aura lieu donc le 28, on l'a dit, à partir de 21h30, donc l'entrée en salle, et 22h le départ pour le spectacle qu'on espère vraiment très bien. Alors, Khadim Kashish, donc on a parlé un petit peu de Bahja Project, l'album est sorti, est-ce qu'il est vendu en Algérie ou pas encore? Malheureusement il n'est pas encore distribué? Non, en fait, l'album est sorti en Belgique. Oui, parce qu'en fait, il a été enregistré en Belgique d'abord, et puis il a été pris avec un label quand même très il a été pris en charge par le label Igloo, qui est le fameux label
du jazz qui nous vient de Belgique. C'est un label très respecté qui fait quand même du beau travail. Donc pour la sortie de l'album en Algérie, malheureusement ça ne va pas se faire. Malheureusement pour nous. Oui. Pour le public algérien. Mais bon, on en profite à chaque fois qu'il y a un concert ou un Il va passage. peut-être multiplier les concerts à ce moment-là. Oui, on essaie de faire une vente dédicacée à la fin du concert pour que les gens profitent un petit peu de l'album, parce que sinon, je ne vois pas comment on pourrait le ramener chez nous, quoi. Voilà. Khedim Kashish, voilà, ces expériences avec des artistes étrangers se sont multipliées au fur et à mesure de votre carrière. Vous avez vraiment côtoyé des artistes de renom. On va citer peut-être ceux du jazz. Vous avez joué avec Akamoun, avec Nguyen Ly, avec Dhafar Youssef, et pour ne citer que ceux-là. Mais quelle est l'expérience qui vous a vraiment marqué par rapport à... Aïe. C'est difficile d'en choisir un ou une. Ils ont été nombreux. Ils ont été nombreux. Et chaque expérience a quand même son charme. Et puis donc, moi je dirais, par contre, si vous acceptez, je vais vous raconter une petite anecdote. Allez-y, on adore les anecdotes sur ce plateau. J'ai parlé du projet Siwan auquel j'ai participé pendant 7 ans. C'est un projet norvégien qui comportait 16 musiciens de 12 nationalités différentes. En fait, le but du projet, c'était d'essayer de recréer l'équilibre qu'il y avait en Andalousie entre les religions et les racines, tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est un budget qui coûtait très cher et qui était quand même assez bien nourri, costaud, tout ce qui s'ensuit. Donc, Yumbar, qui est le compositeur du projet, qui est un pianiste norvégien splendide, il a super bien, rien à dire, qui a composé le projet. Le principe proposé, c'était faire du jazz à partir d'un orchestre baroque et de... Oui, parce que les textes déjà remontaient à cette période de l'Andalousie ancienne. Exactement. Des textes authentiques ont été récupérés. Effectivement. Oui. Donc, à l'époque, l'Internet en Algérie, on sait très bien que c'était un petit peu long, tout ça. Donc, le gars, il m'envoie un courrier dans lequel il y a toutes les partitions, l'écoute, juste pour que je prenne connaissance du projet. Et le courrier n'est jamais arrivé, en fait. D'accord. Comment vous avez fait? J'ai attendu, je suis allé à la poste. Vous êtes sûr que... Non. Les lenteurs, mon Dieu. Donc je prends mon vol, j'arrive à Oslo, en Suède. Il faisait froid. Les gars étaient déjà en train de répéter les morceaux. Moi j'arrive, le gars me dit, tu peux sortir ton violon? Je dis, écoute, il y a un petit problème. Je viens de vous expliquer un détail. En fait, je n'ai absolument rien reçu là. Il me dit, t'es sérieux? Je dis, non, ça fait plus d'un mois que j'ai envoyé. Ça arrive. Donc, il y a un bug qui se forme, tout le monde est un petit peu stressé, comment on va faire? Je dis, bon, écoutez les gars, répétez, moi je vais essayer. À l'écoute, vous avez suivi. Et heureusement qu'il y avait quand même une résidence de 3 jours avant le concert, parce que c'était les premiers concerts, c'est la création du projet au fait. Et les gars, ils étaient en train de répéter depuis 2 mois déjà. Moi, j'arrivais 3 derniers jours. Et Khedim Kashish arrive comme une fleur et il s'adapte. J'ai pris mon téléphone, j'ai enregistré toutes les répétitions. Pendant que tout le monde dormait, moi, je répétais le soir dans ma chambre. Mon Dieu. Et le plus gros problème, c'est que j'étais premier soliste. Oui, ce n'est pas évident. Alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Et j'ai gagné le respect de tous les musiciens présents parce qu'ils savaient que c'était vraiment un challenge, quoi, en 3 jours. Waouh! En tout cas, respect. Je pense qu'on a un autre extrait, justement, où l'on vous voit jouer Khedim Kashish. Et c'était en 2016, à l'occasion du Festival européen.
on était emportés justement par l'harmonie de ce quartet. Donc on reconnaît notre ami Khaled Mkachiche, mais également le batteur, le frère de Karim Ziad, Nazim Ziad aussi. Nazim Ziad qui aussi répondait de façon très très sympathique. Le violon, il y avait un très beau dialogue entre le violon, la batterie, par la suite la flûte et bien sûr au piano Zino. Voilà, donc c'était le point de départ de l'aventure Behja Project. Voilà, c'est là que l'idée est née. Exactement. On est revenu à la base et voilà, 2 ans après, le projet était né, donc Behja Project, avec un très bel album sorti en 2019. Merci Khaled Mkachiche de nous avoir permis de faire cette annonce. Le concert est prévu donc ce jeudi 28 avril pour tous les amoureux du jazz. Vous pourrez profiter et marquer à votre manière la journée mondiale du jazz. Un dernier mot peut-être, Monsieur Romini? Juste un rappel des rendez-vous de l'Agence algérienne pour l'environnement culturel. En fait, on a ce soir un spectacle shabi avec Lamine Saadi et Kamal Aziz. Ça se passe au TNA, au Théâtre National Mahidine Bechtarzi. C'est à partir de 21h30. Et donc mercredi, il y aura masterclass avec les membres du groupe Behja à Dar Abdel Taif à 21h. Et le 28, célébration de la journée internationale du jazz avec le groupe Behja à la salle Ibn Zaïdoun. Très bien, donc voilà. Pour plus de détails, il y a tous les détails sur nos activités, sur notre page Facebook, enfin les deux, page en arabe, le Wakal al-Jazairi al-Isha Thaqafi, et en français, Agence algérienne pour l'environnement culturel. Voilà, c'est le moment pour nous de vous souhaiter bon vent, Khaled Mkachiche, ainsi que tout le groupe qui arrive donc ces jours-ci. Inch'Allah, voilà, moi j'espère que le public sera là justement. Voilà. C'est plus important, j'espère qu'on va retrouver notre public très rapidement, Inch'Allah. Très bien, j'espère que vous passerez un bon moment. Donc c'est le moment aussi pour moi de souhaiter un très joyeux anniversaire à notre chef de département et d'unité Bonjour d'Algérie, Mariam Akek. Happy birthday, on t'aime, voilà, joyeux anniversaire. De la part de toute l'équipe, on aurait pu le chanter, mais bon, on va peut-être finir en musique cette émission, écouter toujours des extraits de Behja Project. Passez une excellente journée, mesdames, messieurs, et à très vite.